Bonsoir. Merci d'être là, vraiment, merci. Alors, je vous demande déjà auparavant pardon pour toutes les blessures involontaires que j'infligerai à votre belle langue volée, pas la vôtre, bien sûr, même pas la peine. Alors, tout le monde a reçu de son arrivée dans ce laboratoire les communiqués qui annoncent et qui renseignent sur ces initiatives. C'est pour ça que je ne me lancerai pas davantage en explication à ce sujet, mais la seule chose que je vais souligner, c'est comme on l'explique dans le communiqué, ces premiers entretiens ne veulent être autres que des épisodes pilotes, des petites ouvertures, des sortes d'invitations à la participation, justement. Mon intervention, donc, je vous rassure tout de suite, elle sera très brève. Encore une fois, une sorte d'ouverture, invitation à la réflexion commune, parce que notre aspiration, c'est que cette soirée, comme celle à venir, on espère, devienne la scène d'une parole partagée par une intelligence collective. Et pour mieux gérer les flux d'allusions, de suggestions, parce qu'il ne s'agit que de suggestions et que d'allusions, et qui ont la seule ambition de rendre possible d'autres mouvements et d'autres effets de vérité, les vôtres. Je vous parlerai en m'appuyant, comme vous voyez, sur les notes écrites, par esprit pour vos oreilles et pour vos esprits. Alors, j'avais pensé de commencer mon petit discours en vous proposant une histoire, celle qui raconte le philosophe italien Levi-Zolla dans son livre La Nuve nel Telaio, un essai sur raison et déraison entre Orient et Occident. J'aurais débuté en vous la paraphrasant comme ça. Il était une fois, dans des coins reculés du temps et de l'espace, certaines tribus où tout le monde était en premier lieu occupé par les rêves. Le but essentiel de la vie était les rêves initiatiques, dans lesquels on apercevait les gardiens, l'archétype de sa propre existence. Des jours sans vision étaient les sommets de la désolation. Elle n'est restée à ce moment-là qu'à demander aux plus aventureux de partager leurs rêves. Les chamans alors songeaient pour le monde entier et élaboraient les rêves comme des représentations. J'aurais continué en vous disant que toujours, selon Zola, par cet acte de générosité débuta l'œuvre théâtrale et ensuite toutes les autres formes d'art, tout ce qu'on peut appeler art et culture aujourd'hui et magie à l'époque peut-être. Et encore, j'aurais souligné que déjà, à partir de cet instant intemporel, on peut avertir comme un frisson, une fêlure qui silencieusement s'amplifie, une séparation qui engloutit presque la vraie vie et qui s'installe perfide, laissant une nostalgie envahissante demeurer à jamais. La nostalgie d'un monde où on ne doit plus faire appel aux chamans pour rêver. D'un monde où soit possible à nouveau l'entrelacement du plan du rêve et de celui du réel pour aller vers une réalité qui soit susceptible d'intégrer l'art comme une essence dans chaque forme du quotidien, sans déléguer et sans frontières, quoi qu'elle soit. Je vous aurais alors expliqué que c'est justement pour ça, pour ne pas être pris en otage, que nous aimons transformer tous les espaces qui nous accueillent en un temple-ton, une antichambre de récréation, un royaume d'allusion, où pouvoir continuer à rêver ensemble, où étaler des spectacles sans trace, dans lesquels nous confronter avec tous ceux qui sont experts à jeter des enchantements, tous les témoins des instants qui restent dans les battements des cils, les voyageurs de ce lieu de la géographie imaginaire qu'on ne peut pas délimiter par les frontières. Mais à ce moment, j'ai ressenti la nécessité de consulter, comme on interroge une mémoire, une intelligence collective, Li Ching, l'ancien livre des sagesses chinoises. Ma question avait pour objet l'intérêt qu'il pouvait avoir exactement toutes ces actions de partage, toutes ces initiatives de résistance, toutes ces propositions de circulation de nous sensibles dans lesquelles nous sommes engagés dans cet espace, si elles avaient une quelconque utilité et si ça valait toujours la peine de continuer. Ma réponse a été l'hexagramme Q, le travail sur ce qui est corrompu,
Et en vertu de la règle des lignes mobiles, l'hexagramme qui est gêne, l'éclat. Dans les premiers hexagrammes, on se trouve devant un état des choses qui laisse à désirer. Mais la situation contient en même temps ce qui est nécessaire pour contribuer à y mettre fin. Comme pour dire, ce qui est corrompu par la faute des hommes, de leur indifférence et de leur rigide inertie, peut être réparé par le travail des hommes eux-mêmes, lesquels peuvent mettre fin à la stagnation en remuant l'opinion courante. À ce moment, j'abandonne un instant la réponse de l'oracle et j'essaie de réfléchir à la relation que la réponse peut avoir avec mon cas spécifique. Premièrement, je m'interroge sur l'énoncé, l'état des choses qui laisse à désirer. Cet énoncé semble nous évoquer justement l'état des choses de notre société civile actuelle, état des choses auxquelles, à travers nos actions artistiques et culturelles, nous essayons d'apporter notre attention critique. Et quel est cet état des choses? Celui qu'une certaine culture mécanique et linéaire, avec ses barrières infranchissables, a bien installé de façon sournoise, diffuse et inquiétante dans nos consciences, à tous les niveaux. Frontières, séparation entre États, individus, disciplines, tout se confine là où la démocratie s'arrête, là où la locution homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme, prend toute son ampleur, justifiant une vision de la réalité soi-disant plus mûre, qui récite « on ne peut pas partager avec tout le monde », il faut fermer les frontières, dans les décors inquiétants d'une société dans laquelle on n'arrive plus qu'à penser qu'en termes de profit, où l'éducation nationale et l'éducation tout court est contaminée d'utilitarisme, comme la médecine d'ailleurs et d'autres domaines encore, et où l'art, elle aussi, et surtout elle, est mortellement attaquée par cette idée que le seul critère d'évaluation de notre société est le bénéfice économique. Mais c'est là où croissent les vers, pour paraphraser mon oracle. Et j'accoste maintenant le rivage de la deuxième partie de la première réponse du livre des mutations, celle qui vous éclaircit sur la manière de travailler sur ce qui est corrompu. Cette corruption donc, on me rassure, peut être réparée. Comment? Il me dit encore mon oracle, en s'engageant dans la voie nouvelle avec une réflexion correcte, en connaissant les causes qui ont provoqué la corruption avant de pouvoir y remédier, en évitant de reculer de foi devant le travail et les dangers, pour qu'à la fin paraisse le commencement. Dans mon interprétation de tout ça, porte le nom de connaissance. Une connaissance qui unit plutôt que séparer et créer des frontières. Une connaissance qui soit la clé de voûte de la libération individuelle et collective. Une connaissance qui réveille en émergence de l'humanité en chacun. Une connaissance qui soit ouverture à soi et ouverture à l'autre. Et ce qui nous ramène donc justement au titre de l'entretien de ce soir, Pensée à plusieurs, qui permet de penser la libération personnelle et collective à l'intérieur d'une dynamique relationnelle au-delà de toute frontière. En opposition justement à cette prédation démesurée de la part de notre libéralisme, de ce qu'on pourrait appeler les communs spinoziens, à entendre comme tous les biens naturels et toutes les formes d'énergie que la mère Terre nous offre en abondance, mais surtout à interpréter comme les facultés relationnelles, les savoirs, les langages, les affects. Et les affects, et sur ce complot d'affects, des pensées plurielles, je chavire sur la deuxième sentence, l'écran. L'image de la sentence, le vent sort du fait, la chaleur crée de la force. C'est l'influence agissant de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour qu'une telle action soit possible, il faut que les paroles possèdent de la force. Mais cela ne peut être que si elles reposent sur la flamme. Les paroles doivent en outre être soutenues par l'ensemble de la conduite, de même que le vent agit par sa durée. Qu'est-ce que ça m'évoque alors, ça? La résistance par l'action, dictée par une pensée, j'ajouterai encore une fois plurielle,
la mise en œuvre des situations d'expérimentation et de participation, qui favorise ainsi l'émergence d'une autre économie, définie par André Gorz comme la capacité d'aimer, de coopérer, de sentir, de se lier aux autres, de vivre en paix avec son corps et avec la nature. Des réseaux de subjectivité résistantes, des foyers de puissance, la plasticité des mots comme un dispositif labyrinthique, des créations conceptuelles qui ne soient pas les unes contre les autres, des idées qui se créent, se forment, se transforment, émoussées par les marteaux nietzschéens qui érodent lentement les marges de la fixité et du statisme. Une pensée rhizomatique, une culture de la joie, des multiplicités en devenir, des corps, des consciences, des esprits engagés qui, dans une intensité qualitative, s'interrogent sur la complexité du monde. Une complexité qui n'est abordable qu'à travers les arts. Pourquoi? Parce que l'art est le lieu dans lequel de nouveaux possibles à travers des images commencent à émerger. Pourquoi? Parce que ce qui est en jeu dans toutes les formes d'art, tant qu'elles ne sont pas capturées par l'utilitarisme financier, sont les problématiques philosophiques, scientifiques, anthropologiques, politiques les plus profondes. En fait, de quoi parlent toutes les arts? Toujours celles qui ne sont pas capturées par les banquiers, comme dirait Miguel Benazayac. Elles nous parlent du désarroi et de la reconstruction d'un monde, d'une recherche intime. Elles nous offrent une perception alternative du monde sans laquelle il n'y aura pas de résistance valable. Elles sont les lieux dans lesquels une société pense profondément ses défis fondamentaux. Et alors, pour terminer, comme ça vous serez content, l'éclat de la dernière sentence pourrait symboliser un de ces lieux, par exemple ce lieu, notre laboratoire, transformé, découpé en association, lui aussi il a subi une mutation. Un lieu où démocratiquement tout le monde peut parler de ces choses sans être obligé de parler de manière technique ou savante. Un lieu qui se nourrit de la force originale des anciens et nouveaux collaborateurs. Florian Canova, le plus fidèle, même si de manière parfois aléatoire et intermittente, mais toujours très éclectique, qui nous a encore une fois étonné ce soir avec ses mandalas rhizomatiques. Jean-Henri Maisonneuve, l'homme de plume, qui vient de sortir son premier livre, Tenir l'écrit d'un prof de lettres. Pierre Dutel, l'homme de cœur, artiste et poète écologique, dont la générosité et disponibilité nous sont précieuses. Nelly Cardenas Navarro, la subtive, étudiante en troisième année aux Beaux-Arts du Mans, qui a créé la belle affiche qui annonçait cette soirée. Et bien sûr, mon complice et maître des lieux, Hermano Angelo. Mais pour continuer à exister, ces lieux pluriels dans lesquels on souhaite penser à plusieurs demandent davantage d'énergie. Les talents de tous ceux et celles d'entre vous qui voudront bien se joindre à nous pour partager ces chemins de résistance, des générosités chaleureuses dont on a besoin pour ne pas risquer d'avoir nous aussi les plats remplis de verre comme dans la première sentence. Parce que tout réclame une mutation, une évolution, une transformation, n'est-ce pas? Merci, et maintenant, c'est à vous. Si vous voulez, je vais lire un peu un article que j'ai fait un peu politique contre production, juste pour ouvrir le débat. Je vais écouter vous. Notre expérience de passage d'artiste nomade ici, c'est d'écouter qu'est-ce qui passe dans ce lieu. C'est ça la philosophie de la zone d'autonomie temporaire. C'est un peu pour paraphraser, juste pour ouvrir un peu le débat. Multitude d'art, un article faisant des cahiers et après Night. Il y a beaucoup de choses après vous, André, vers les nôtres, vous pouvez mieux comprendre comme ça. Et ça, c'est Multitude d'art, c'est un article qui est sorti parce que notre ami Negri, ces philosophes, parfois ils touchent aussi, le philosophe Negri touche aussi notre ami italien, le côté artistique.
quindi un peu c'est une réponse à son livre. Et juste pour ouvrir le débat, j'essaie de porter la contribution, quindi je n'ai pas préparé, quindi je pensais de ce article toujours vivant. Une multitude d'art, contrairement à ce qui avance la critique d'art dominante, officielle, au niveau internet, les petits mondes minoritaires éclairés qui décident de ce qui est ou de ce qui n'est pas de l'art, le temps est peut-être venu de montrer que le débat intellectuel sur l'art dit contemporain ne peut être schématisé, simplifié, pollué par le rapport polémique à des groupements d'intérêts critiques, fonctionnaires, comme dans le livre par exemple de Jean Clair, directeur du musée Picasso. Des clans jouent à la querelle dans un vieil clivage manichéen, j'espère que j'ai bien dit, qui fausse incontestablement le vrai débat sur l'art contemporain. L'art vraiment d'aujourd'hui, actuel, etc. Ce détournement de questions, ce n'est pas le détournement situationniste, ce détournement de questions fait changer aussi toute argumentation qui pourrait éclairer les enjeux de la querelle. Quelqu'un parle, on prie dans les milieux de presse artistique, qu'il existe une pensée unique aussi dans le panorama de l'art actuel, où raison a, comme l'appelle dans son essai Jean-Philippe Domecq, artiste sans art, journaliste d'art aussi sur Marianne. Quelqu'un d'autre dit encore que le débat sur la crise de l'art contemporain n'est pas démocratique. Le débat, comme on peut lire sur les revues Esprit, Débat, etc., reste encore entre clans de groupements spécialisés. La majorité du milieu de l'art actuel reste absente, exclue de la discussion. Et on peut mieux comprendre la situation avec ses positions différentes dans les revues officielles du système de l'art. Mais il y a aussi une critique radicale, au-delà de Baudrillard, etc., avec des positions différentes, comme celle de l'artiste, par exemple, Philippe Souchot, animateur un peu comme nous d'une revue et moments autour de la revue Art Tension. Dans son essai sur l'art contemporain, comme lieu et territoire de non-sens, état de non-droit, il exprime une position très dure au regard de l'art officiel. Il commence avec se dire, alors que de tout temps et toute civilisation, l'art était le lieu de rencontre et de communion entre les hommes, facteur essentiel de cohésion sociale, partie intégrante de la vie, dans son actualité, sa réalité profonde. Quelle sorte de contemporanéité revendique donc, à travers ces multiples dispositifs institutionnalisés, cet art qui fait fuir son public? Ignore ou exclut la partie plus large, la plus vivante des artistes. Cet art officiel, toujours l'auteur cautionne aussi le grand marché spéculatif, qui sacralise ce qu'il tue, renforce les hiérarchies et les appartenances de classe, justifie l'arrogance, etc., etc. Continue Souchot, représente une minuscule élite autoproclamée et subventionnée, et tout ça enfin contribue à amplifier cette fracture sociale que l'on prétend par ailleurs combattre en priorité, comme le pseudo-avant-gardiste de l'art dit officiel. Sans doute n'avons-nous pas affaire dans l'actuelle guerre de l'art à une seule querelle, mais plusieurs. C'est toujours le discours pluriel, qui se télescope et s'entremêle. Le flou de la catégorie du contemporain entraîne les confusions. Il y a une querelle de l'art aujourd'hui, créative d'antérieures querelles, mais qui ne se confondent pas avec elle. Les jeux le plus aigus de la catégorie du contemporain regarde-t-il l'art du XXe siècle dans son ensemble? Concerne-t-il au plus profond l'ancienne querelle de l'abstraction et de la figuration, années 50, cette polémique entre nos artistes? Engage-t-il tout le problème du principe d'avant-garde? Quel est le rapport? S'il y a un rapport avec les avant-gardes artistiques, mais subversives du passé de l'histoire, quel rapport il y a entre Marcel Duchamp et Joseph Beuys, qui lui aussi proclamait que tout le monde doit devenir artiste? Des sociologues comme Nathalie Neinisch, par exemple, sont interrogés dans leur étude de recherche sur le rapport de cet art vivant avec le public. Et encore, comment enseigner un art, par exemple, comme la peinture, je suis aussi un peintre, avec les règles de la mise en jour du métier, l'académisme, l'interacadémisme. Jean Moulin, historien et critique, analysé dans son livre essai, par exemple, le marché de l'art, et a fait un état des lieux du panorama international des artistes. Après des années de recherche, on découvre qu'il n'y a pas seulement une situation et une pensée différente sur l'art vivante, mais aussi que dans cette fin de millénaire et début du troisième millénaire, il faut parler au pluriel, pas de scénario unique, mais des multitudes de réseaux artistiques, reviews, etc., qui s'expriment toujours plus souvent avec les nouveaux moyens, les médiums, à la McLuhan, comme Internet, et qui changent les règles du système de l'art. Maintenant, il y a une révolution. Beaucoup d'artistes de l'art vivante actuel, avec leurs mouvements, reviews, groupements, sont présents et travaillent sur la nouvelle toile électronique
du web. La moisse de la tasse, par exemple, la zone autonome temporelle d'Hakim Bey, a été créée avec la naissance d'Internet. Il y a une génération de jeunes internautes et d'artistes critiques, que ce n'est pas la critique d'art, qui se rencontrent, discutent, sont critiques en face de l'art actuel, mais en même temps travaillent aussi avec les outils traditionnels, connaissances, étiquettes, schémas. C'est pour ça aussi que notre revue Cyberdada s'appelle Parallèle transversal entre la critique et cyberculture. Parce que nous ne voulons pas donner l'histoire des étiquettes, surtout dans ce passage d'époque où l'art aussi reste parallèle entre Gutenberg et McLuhan. Ce sera l'histoire de l'après, une future de lire, d'écrire. Au présent, nous essayons seulement de faire, de chercher. Comme on écrit dans notre texte anti-manifeste Cyberdada, apparu sur la presse internationale, l'artiste chercheur doit être engagé dans son temps, son histoire, son humanité, mais aussi dans l'histoire de l'art, de l'anthropologie culturelle. Il doit marcher entre tous les savoirs. Pour ça, on est interdisciplinaire, intermédiaire. Et pour l'équipe d'artistes, c'est la fin de l'artiste solitaire ou de l'art. Ce n'est pas nous le dire. On laisse la casquette à l'histoire, du petit au grand G, pour faire la paraphrase de René Daumal, de la paix future proche d'écrire l'histoire. Nous voulons laisser, tels des petits fourmis, ouvrir de l'art et de la culture des petites traces, comme le premier chaman de l'ère électronique. C'est juste pour ouvrir un peu un débat, de discussion sur ça. Bon, des thématiques qu'on peut développer après. C'est la première tentative d'organiser un débat sur cette discussion aujourd'hui. Rapport d'art et nouvelles technologies, qu'est-ce que c'est l'art, le rôle de l'artiste, parce qu'ici, pour pas seulement sur le web, sur le virtuel, artistes de génération comme lui, Maisonneuve, qu'on passera la peinture et une autre hygiène, puis la performance, la video art, etc. Quindi c'est aussi pour ouvrir un débat. Nous, on essaie de faire pour ça, mais passer à l'association, pour faire comprendre que Bologne est lieu vivant d'échanges culturels, de partage de savoir, de sensible, comme disait Jacques Rancière. Moi, c'est à vous, on attend un peu qu'est-ce que vous pensez, réfléchissez sur ça. Je remercie Armano et Rachel déjà d'avoir pu nous permettre d'être dans ce lieu, en ce moment. Je leur remercie aussi d'avoir pu présenter ce lieu avec les sonorités qu'ils ont, avec des sonorités qui, loin d'être sartoises, mais pour le coup qui représentent très bien la diversité qu'il peut y avoir dans ce lieu. Le thème de ce soir, c'était penser à plusieurs. Et donc avec les personnes qui sont dans ce lieu, Pierre, Nelly, Rachel, on a pu commencer à avoir une petite scénographie, une petite représentation de ce qui aurait pu être pensé à plusieurs. Dans les représentations possibles, eh bien, il y en a une qui nous est bien utile, c'est celle de Deleuze et Guattari, qui est celle du rhizome. Alors dans le rhizome, ce que vous avez ce soir, ce sont des étiquettes. Sur ces étiquettes posées au sol, il y a des adresses mail. Ces adresses mail circulent, elles voyagent de cercle en cercle, de mandala en mandala. Des mandalas sont des points d'équilibre, ça vient de la culture indienne, des points d'équilibre, d'harmonie, où il y a la possibilité de créer quelque chose à plusieurs. Ce sont des échanges qui sont bien utiles et qui sont mouvants. Ils ont plusieurs lieux, ils se déplacent, ils s'échangent. Ces adresses mail donc sont en voyage. Sur une adresse mail, elle peut se trouver à plusieurs endroits, des fois, au même moment. Elles sont en circulation permanente. Et c'est aussi une ouverture qui est lancée à tous les autres collectifs, toutes les autres associations, qui est la possibilité de voyager d'association en association, de collectif en collectif, pour pouvoir échanger, pour pouvoir créer au moment de la rencontre, pour pouvoir prévoir. Et dans les actions qui sont possibles de prévoir, c'est celle du 10 décembre. Le 10 décembre, il y aura tout un travail sur l'expression sonore, un travail, donc une réunion entre musiciens, poètes, slammeurs, etc. Et toute forme d'expression sonore qui pourront s'échanger leur sonorité. Voilà. Donc, une des dates possibles, un autre mandala possible sera le 10 décembre. Je laisse la
ça. On dit là parler ensemble et pour l'instant il n'y a pas eu encore beaucoup d'échanges, en fait il n'y a pas eu de vraies balles qui se sont renvoyées. Enfin, Hermano a posé la question d'internet avec l'art, Florian parle d'autre chose avec ses mandats et peut-être que... Enfin, j'ai pas vu trop la cohérence, mais je sais pas... Enfin, déjà je sais pas si on peut parler de parler ensemble, en fait, il faut parler de quelque chose forcément ensemble. Et déjà, oui, c'est pas penser ensemble, c'est parler ensemble, parce que penser ensemble, ça ne veut rien dire. C'est parler ensemble. Et moi, déjà, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Hermano. Je pense que, par rapport à Internet, je pense que Internet, maintenant, peut être intégré à un langage plastique, en fait. Ça peut être une partie d'un travail. Et non, mais justement, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant de l'intégrer de cette manière et que ça puisse contribuer à un langage plastique. Et déjà, je voulais parler de ça. Ensuite, je sais pas. C'est quoi? Oui, tu voudrais échanger. Oui. Non, sur l'équipe d'artistes, là, aujourd'hui c'est possible, encore il y a l'artiste solitaire, parce que je me trouve dans ce débat, je suis un vieil artiste. Dans le débat international, il y a cette discussion entre artistes, chercheurs et critiques, là, il y a le combat qui est contre l'être humain. Pour l'allemand, je l'ai écouté parfois à l'hôtel de ville, un artiste, là, je suis contre le conceptuel, un autre, on essaye depuis des années ici, ces démonstrations, il y a des choses bizarres qui n'ont rien à faire, ce n'est pas vrai, il y a toujours des interférences. Et du coup, ça, tu peux réfléchir. Ne serait-ce que dans la confrontation des différents artistes qui se croisent ici, je crois que les œuvres de chaque individualité prennent un nouveau sens à chaque fois qu'elles sont confrontées à d'autres individualités. C'est ça qui est intéressant. Alors, quand j'ai vu le thème de la soirée, là, penser à plusieurs, je vois le verbe penser, je pense tout de suite à Descartes avec son « je pense donc je suis ». Et je pense donc je suis, ça pose bien l'individualité, l'existence de l'individu. Alors là, on pourrait dire « nous pensons donc nous sommes ». Et à partir du moment où on a posé cette vérité ou ce point de départ, on peut se dire maintenant qu'on a pensé ensemble, agissons ensemble. Et ça, c'est intéressant de voir comment les travaux des différentes personnes qui ont pu intervenir ici, qui sont encore sur les murs, un peu partout, finalement en se rencontrant vont échanger. Parfois c'est je ne veux pas dire des banalités d'artistes, ça va être des échanges un peu techniques, genre tu travailles avec quoi, etc. Et tous ces échanges-là vont pouvoir déboucher sur quelque chose de nouveau. Quand on est artiste, effectivement, tu disais, parfois l'artiste est un peu solitaire, on peut effectivement faire son petit truc dans son coin. Mais quand je fais des peintures, moi, déjà je laisse beaucoup le hasard intervenir, et une fois que j'ai fini, le travail n'est pas terminé. Moi j'ai besoin du regard des autres pour que l'œuvre prenne vraiment du sens. Parce que quand je l'ai terminée, j'ai l'impression qu'elle va continuer à vivre uniquement dans le regard des autres et dans la manière dont les autres vont la comprendre ou la ressentir. Et là, effectivement, penser à plusieurs est particulièrement intéressant pour les artistes parce que ça prend une dimension qui l'échappe complètement. J'ai fait des expériences comme ça, en montrant des toiles sans titre, pour voir un petit peu comment les gens réagissaient, ce qu'ils y voyaient. Et là, c'est super intéressant d'entendre les réactions très diverses. Et je crois que penser à plusieurs, quand on s'exprime dans le milieu artistique, ça prend vraiment son sens quand en plus du regard des gens face à sa propre œuvre, on a autour d'autres œuvres qui sont complètement différentes. Ça donne une dimension très différente et les gens interprètent encore différemment. Et ça, justement, ça participe peut-être justement par rapport au langage de la galerie, c'est-à-dire à ce que la galerie, elle provoque quand même l'interprétation, c'est-à-dire qu'on peut interpréter en effet sa peinture d'une certaine manière, dans cet espace, en confrontation avec les autres choses. Et c'est peut-être aussi, et là je rebondis sur la question de la galerie et du fait qu'on soit là, c'est peut-être justement l'importance de ce genre de lieu, c'est de pouvoir réunir des gens et permettre une certaine interprétation d'un milieu. C'est presque une fiction en fait, ce lieu. Enfin,
il raconte sa propre histoire avec avec les artistes qu'il montre et du coup. Oui, moi, à la limite, je peux même apporter un témoignage directement là-dessus. C'est que pour moi, c'était évident. Enfin, pour moi, c'est évident que ça doit se passer en commun, quoi, la création là. Et je suis arrivé il y a pas très longtemps sur Le Mans. Et donc, j'ai cherché un endroit. Quoi. Et on ne trouve pas d'endroit comme ça. Où on va trouver une galerie un peu comme en face, etc. Donc, je ne suis pas du tout intéressé par le collectif, si ce n'est de faire l'exposition collective. Et puis, ça n'a rien à voir. Soit on va trouver des artistes, j'ai été voir des ateliers, etc. Le gars, il travaille dans son atelier. Il dit, non, si il y a une place à côté, tu peux te mettre, mais enfin, ça n'intéresse pas vraiment de travailler en commun. Et il y a vraiment qu'ici où j'ai trouvé cet espace ouvert, mais en fait qui est déjà lié directement aux personnes. Il faut l'espace, il faut les personnes, donc Hermano et Rachel. C'est vraiment super. C'est notre philosophie, on fait voilà, ça. C'est une philosophie, mais c'est quelque chose de difficile à trouver. Et c'est vrai que moi j'étais content de trouver cet espace, effectivement. Et c'est en parlant d'ailleurs, depuis quelques minutes, c'est là où je me rends compte vraiment que c'est quelque chose de rare. Qu'il faut vraiment saisir cette chance, je pense, de se regrouper, même de passer comme ça de temps en temps, d'avoir fait une association aussi. C'est ça, ça peut permettre vraiment, voilà, exactement, on travaille à plusieurs. Voilà, exactement. Oui, tout à fait, c'est super. Puis il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est qu'il n'y a aucun a priori. C'est-à-dire que n'importe qui, avec ses idées, peut arriver et par rapport à un point d'accroche qu'il va trouver ici, il va pouvoir s'exprimer et aller plus loin encore dans la direction qu'il n'avait pas forcément pensé explorer. Et c'est vraiment un endroit tout à fait propice à ça. Laboratoire. Ouais. Voilà, exactement. Ça a mis dans la porte. Et il suffit de participer une fois ou deux à des trucs ici pour se rendre compte tout de suite. C'est pour ça que les bonnes volontés et les gens qui sont audacieux sont prêts à se lancer. Pas de problème, quoi, il y a de la place. Le courage de descendre l'escalier, il y a des gens, qu'est-ce que c'est là? C'est vrai que l'escalier peut rebuter, il y a des gens qui se demandent ce qui se passe. Quoi. Il faut descendre dans une cave, il faut descendre dans la caverne. On a mis le laboratoire, qu'est-ce qui va se passer, c'est nous les cobayes, on descend. Mettez du jazz, on a l'impression de chanter. Oui, c'est vrai que la musique peut attirer certaines personnes, et j'en suis le premier, j'en suis l'exemple même, parce que je me souviens de la première fois où je suis venu ici, c'était Hermano jouait du piano. Donc la musique ça aide, et puis pour moi c'est presque une invitation. C'est presque un laboratoire à idées, parce qu'à chaque fois j'entends des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé, ou des trucs auxquels je pensais aussi. Donc ça permet de moi évoluer en tant qu'artiste, et aussi parfois même à titre purement personnel. On est content ça. Quelques années, ça passe quelque chose. On essaie de faire. L'art, c'est stimuler. Et avant, dans les années 50, notre jeunesse descendait dans les caves. On descendait dans les caves précisément pour se retrouver et pour trouver une communauté de jeunesse et puis retrouver l'étranger. Enfin, le jazz, c'était noir. C'est ça qui est les gens. Ici, on participe toujours. Et on échangeait nos cavalières pour que chacune dansait à sa façon. Et la cavalière avait bien trouvé un autre danseur. Ça paraît de l'art différent, mais finalement, si, c'est important. C'est le corps qui parle, c'est l'âme aussi, puisqu'on fait des rencontres. C'est l'être humain, et puis on allait rencontrer des gens différents avec leur musique. C'est que nous, le jazz, à l'époque, nos mamans, c'était la valse, le tango, la guinguette, c'était beau déjà, mais on a appris, enfin à Paname, on a appris à voir cette différence, à l'entendre, à bouger avec. Je me souvien des GI noirs américains, quand on les voyait danser, on baissait les bras un petit peu, nous, parce qu'il y avait une souplesse africaine, et ils nous regardaient, ils nous disaient « Eh les petits Français, bougez, simplement, bougez ». Et il faisait un mouvement du corps simple, mais c'était net, précis, c'était beau, simple. Et on comprenait que c'est la simplicité qui pouvait justement... Voilà.
Et là, on partageait, je peux vous dire, on faisait des ronds, hein, dans les caves ou les bois, on faisait des ronds, et on appréciait la façon de danser de chacun. Et même celui qui invitait la jeune fille de l'autre, sans qu'il y ait rien derrière. Et on échangeait comme ça, c'était un langage de musique, d'écoute, d'entente ou pas d'entente, parfois ça fonctionnait pas. sensible, Voilà, et je crois que ça c'est pour répondre aussi également, quand on se croise, quand on se rencontre, et il y a l'échange possible, et il faut le rendre possible. Hein. Et ça, je crois, peut-être à l'époque, donc c'était juste après la guerre, puisque je suis né en 1938, et on avait besoin de ces rencontres, d'être ensemble, et on prévoyait les années 2000 merveilleuses. Il faut savoir, Science et Vie, Reader Digest, enfin tout le monde disait la beauté des années 2000. Hélas, voilà. Et ne serait-ce qu'on ne danse plus, on ne danse plus ensemble. On est devant, on écoute de la musique, mais on bouge, mais tout seul. Et c'est bien, et j'approuve. Mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi, il n'y a plus cette... moi je sais. Ouais, il y a quand même un groupe, hein. Oui, non, mais c'est groupe, vous voyez ce que c'est. Je le bouge, là. J'aime que l'histoire... Mais c'est pas une critique. Non, mais je sais que j'ai vécu les premières rêves, c'est le videogame maintenant. Première soirée techno, etc. Et il y a quand même un esprit de corps très net. Voilà, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais seulement que c'est... Même si c'est intellectuellement... Bien sûr. Et on peut aller très loin, se retrouver dans des champs, absolument, bien sûr. Sinon, devient le concept. C'est sûr. Mais c'est pour comment vous aviez besoin de vieux. Mais c'est sûrement parce que maintenant il y a, avec, je reviens sur l'internet, il y a maintenant d'autres sortes de façons de se rencontrer. C'est pas forcément dans son endroit où on peut inviter, danser, bouger, tout ça. Non, maintenant c'est clavier, solitaire, écran. Et enfin, c'est un autre langage, on va dire, dans leur rencontre. C'est pourquoi je disais que nous, à l'inverse, comme les années de guerre ont été terribles, on a eu besoin à l'inverse de cette rencontre, de trouver les autres. Vraiment, c'était l'existentialisme. Existentialisme, ça voulait dire ça. C'était se rencontrer boulevard Saint-Michel, au café, que ce soit les cafés chics de boulevard Saint-Germain au quai, mais ailleurs aussi. Donc c'était l'humanisme. Et je voudrais que Internet, on rajoute humanisme. Il y a aussi, parce que c'est un discours qui fait beaucoup d'intellettuels aussi en Italie. Là. Il faut faire beaucoup attention à ça. Je respecte cette position, comme des artistes. La peinture contre les nouvelles technologies. Chaque époque, maintenant on vit une époque où je suis très content parce qu'il y a des grands changements, des révolutions. On peut dire un retour, c'était mieux, ça n'existe pas. Là. Comme elle parle, elle a dit un bon mot, le langage, c'est seulement un changement de langage. Les révolutions en Tunisie, en Arabie, tout le monde, les Arabes après 50 années, quindi passano quelque chose. Il y a de l'art intéressante aussi à Israël, à côté des moments des indignés partout. Il y a aussi des artistes, des créatifs. Quindi il y a toujours des mouvements, des choses qui bougent là. C'est ce que je veux. C'est la rue plus la technique. La rue plus la technique. Qu'on n'écarte pas. C'est un peu mon sentiment. C'est que... Il y a des artistes qui travaillent sur videogame, par exemple. Parce qu'il faut commencer, ça suffit les adultes, là, il faut commencer des videogames, ils font des videogames éducatifs pour les nouvelles générations. Il y a des artistes en Italie de Bologne qui font ce travail, là. Il y a des gens de la web art. Quindi c'est un problème, come a dit, nel langage, là. No, parce que non fait attention, oui, bravo, c'est la boîte à outils gattarienne ou deleuzienne qui change, c'est normal. Le problème, ça je me constate théorie. Le problème est que ce n'est pas la théorie et la pratique, c'est qu'il faut chercher une nouvelle boîte à outils. On n'a pas les mots sont changés, c'est ça que je dis toujours. Qu'est-ce que signifie l'évolution? Qu'est-ce que signifie artiste? Ça, je me suis perdu dedans. C'était une provocation pour l'année 90. Et pour mes amis, venaient à New York, là, c'était fou, là. Je dis, je ne suis pas un artiste. Je suis Bernard, qu'est-ce que c'est là? Ce sont des provocations, parce que les mots, il y a un glissement. Du significato significa la dei sociura e
Quindi è difficile, quindi il faut de moi le boire utile de nous repères et la dire justement là, et me fait réfléchir le langage. Tu peux changer le monde, je chante parfois des chansons, change the world, change your words. Sans le changement du langage, sans l'évolution du langage, c'est ça le devoir des artistes, sans parler politique, on pose des questions. C'est à Olivier de donner les réponses. C'est lui le politique. Anzi, tu peux intervenir parce que m'intéresse ce côté, pour ton Nigria, un peu, je l'ai répondu en effet là. Le politique, on peut se croiser là. Il y a des gens qui disent qu'on fait de l'art politique, quand on fait de l'art engagé, social. Je ne crois pas, avec quelqu'un on fait des discussions. Quindi, Olivier, par exemple. Maintenant, on peut discuter. Se tu puoi incontrare qualcuno all'arrivo come ça. Non, parce que tu portes le côté de philosophie politique. Là. C'est bien ce que j'ai entendu là, depuis une dizaine de minutes, c'est le construire ensemble. Moi, ça me touche parce que c'est ce que je défends. Je défends le construire ensemble comme le vivre ensemble. C'est vrai qu'on a des différences, on a des héritages personnels ou même des héritages collectifs, on a des cultures en commun ou des cultures qui nous différencient. Mais moi, en tant que politique, c'est pas que j'ai des réponses, c'est pas vraiment ça l'histoire. C'est que moi, en tant que politique, puisque je suis membre du Parti communiste français et donc du Front de gauche, moi, en tant que politique, c'est que les réponses, on peut les avoir ensemble. C'est pas moi qui vais avoir les réponses ou un leader politique qui aura les réponses, c'est ensemble comment on réfléchit à trouver des réponses qui nous conviennent à tous. Pour amener un peu de philosophie, je citerai un peu Marx dans sa façon de faire. Marx disait que la politique, ce n'est pas moral. Enfin, son combat du communisme n'est pas du combat moral. C'est-à-dire la morale, c'est le bien, le mal. Non, le communisme, c'est défendre les intérêts des plus pauvres contre d'autres intérêts. Et comment collectivement on défend nos intérêts, parce qu'on a quelque part intérêt à être rassemblés, parce qu'en haut de l'échelle sociale, il y a des gens on croit qu'ils se font la guerre, mais quelque part ils sont rassemblés, les riches. Ils se voient à Davos, ils se voient dans des conférences où ils payent 10 000 euros l'entrée, ils payent l'organisation, ils payent des choses très très chères. Il y a le G8, il y a le G20, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, parce que ça ne se discute pas que sous les feux des projecteurs, tout ça. Il y a des choses qui sont cachées du commun des mortels, si j'ose parler comme ça. Et eux s'organisent. Et à nous aussi, face à eux, de nous organiser quelque part. À nous de créer peut-être pas des révolutions, mais des choses qui font qu'on reprenne le pouvoir sur la vie, parce qu'ils nous dépossèdent. Là, je viens de voir un truc qui est affiché là. La société moderne repose sur un mythe, celui d'une société d'individus libres, de n'être que les moyens d'un objectif qui les dépasse, le profit. Un mythe intenable, mais très puissant, qui n'en finit pas de piéger l'humanité. Oui, on est quelque part, on est piégé par un mythe qui en fait nous fait croire qu'on est libre, mais en fait on n'est pas libre du tout. Il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, on n'avait pas de portable. Quand on était au collège, on n'avait pas de portable. Maintenant, les collégiens, ils sont obligés d'avoir un portable. Ils sont obligés par la société de consommation, mais avant, on vivait très bien sans portable quand on était au collège. Donc il y a tout un processus qui fait qu'on est dépendant même d'Internet, on est dépendant de choses qu'on pouvait vivre sans avant, mais maintenant on ne peut pas vivre sans. Et on est dépendant, on crée un besoin, on est aliéné quelque part, on revient à une aliénation. Et donc c'est à nous de nous libérer et C'était drôle parce que c'est vrai qu'on rencontre des gens sur Internet. Il y a même des sites où on peut devenir ami avec des gens que pendant quelques heures. Comme on va sortir, c'est OVS, pour ceux qui connaissent. On donne un rendez-vous, on dit on va faire ça, et puis hop, tous ceux qui se connectent, s'ils sont intéressés, ils viennent, on se rencontre, qu'il se passe quelque chose ou qu'il se passe rien, le lendemain ou 2 heures après, c'est comme si on se connaissait plus. Heureusement, on est humain, on crée des relations, on crée des liens. Mais il y a des sites internet où on peut se rencontrer et être amis que pour quelques heures. Avant, une amitié, c'était quelque chose qu'on tissait, une fois qu'on avait tissé, qu'on avait travaillé dessus, on pouvait durer toute une vie ou même plusieurs mois. Je ne dis pas que l'amitié est éternelle comme l'amour, mais
il y avait une relation humaine basée sur l'humain. Maintenant, il y a un changement de concept, de façon de vivre, où on est obligé d'avoir des sites internet pour se rencontrer, d'avoir des relations amoureuses. Combien de gens autour de moi ont fait des rencontres sur Mythique? Je dis seulement, come si dice lì, voglio dire, però fai attenzione, in choses technophiles, technophobes. Je fais attention, c'est pour ça que je suis d'accord avec Michel Onfray, je vais faire un article, ce n'est pas toutes les choses qu'il dit là. Il y a des choses positives là, pour ça ici je joue toujours avec les jeunes, toute la technologie, et puis viennent les vieux artistes qui font encore le tableau là comme ça. Il y a des choses positives partout là. Il faut faire, pour ça il faut maintenir les yeux ouverts, ouais, comme ça, les antennes là, dans cette époque, parce que les messages, il y a une overdose de signes, partout il faut faire attention. Però pas jeter, comme on dit, le proverbe, l'eau. Le bébé avec le Liban. Je voulais dire juste ce petit truc à décorer. C'est technophobe et technophile, la polémique, c'est ça. En fait, on est tellement dans une société de consommation qu'on consomme même de l'amitié. C'est ça où je voulais pointer le doigt. C'est pas que je critique ou je trouve ça négatif. C'est qu'on est dans la consommation, mais de l'amitié. C'est-à-dire que ça va loin. On est tellement dans la consommation que bientôt on va devoir acheter de l'air pour respirer, on va devoir payer notre eau 10 € le litre. Enfin, pas bientôt, mais dans 30 ou 50 ans, c'est ce qui nous guette. Il faut qu'on revienne à des choses qui sont gratuites, qui sont simples. Les bonheurs simples. Est-ce que ce site est payant en fait? Est-ce que tu payes en plus de la technologie. Du coup, dans un sens, c'est pareil, du coup, c'est gratuit, c'est une manière de se rencontrer aussi. Je veux dire, toi, tu as une façon de voir la manière dont on peut se rencontrer, mais justement, en fait, c'est que des choses dont on arrive à se convaincre. En fait, on vit des fictions, même notre réalité, en fait, on se raconte des choses dans nos rapports entre nous, tu vois, dans la manière dont on doit se rencontrer. Normalement, je sais pas quoi, mais justement, peut-être que ces choses développent... justement, oui, il y a un déplacement de langage, mais peut-être que... Enfin, c'est poser une morale, justement, de voir ça comme un danger, tu vois, c'est justement avoir un point de vue moral, de te dire que c'est... Et ils consomment pas, en fait, et ils peuvent... Ça peut peut-être s'appeler aussi de l'amitié, tu vois, ce genre de choses. Tu vois, c'est que des... C'est que des situations fictionnelles, en fait. J'ai pas un jugement de bien ou de mal. Il n'y a pas seulement le blanc et le noir. C'est un constat que je fais et je dis... Il y a des gens qui consomment de l'amitié, même s'ils ne payent pas. Ils consomment parce qu'ils jettent après. C'est comme un Kleenex. Et alors, où ça peut... Je l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit où ça peut créer des liens aussi, parce qu'on est humain, on peut créer des affinités, et heureusement, parce que c'est un peu le but. Hein. On vit ensemble sur Terre, pas pour être tout seul dans son coin, on vit ensemble parce qu'on vit en collectivité, on n'est pas tous des ermites. Donc heureusement qu'on est humain et qu'on tisse des liens d'amitié, des liens d'affection, d'admiration, de respect, de valeur, mais je trouve ça bizarre quand même, cette histoire de se rencontrer comme ça, il y a quand même quelque chose qui m'interroge, qui m'interpelle. Oui, mais ça remplace peut-être un peu, si tu veux, les bars ou les guinguettes d'autrefois. Internet, enfin moi qui ai vécu dans la campagne, mais vraiment perdu, ça a quand même l'intérêt d'avoir une communication avec des gens, alors que tu es vraiment loin. J'aurais habité en ville, maintenant je vois quelqu'un à côté. Quand tu habites, il faut prendre ta voiture, faire 25 bornes, etc. pour voir quelqu'un. Internet, c'est vraiment bien. Ça, c'est un côté positif. Mais ça c'est le côté positif, mais c'est vrai que derrière, il y a tout le business, il y a des gens qui en profitent aussi pour faire de l'argent. Et par rapport à penser à plusieurs, il y a des forums quand même sur Internet. Je ne fais pas des masses, mais il y a des forums sur Internet avec des sujets de discussion. Et là, penser à plusieurs, on est complètement dedans. Parce que les gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas d'a priori les uns sur les autres, et ils se lancent dans des débats, des discussions sans aucune gêne, où ils savent très bien que ce qu'ils pourront dire le fond de leur pensée, sans être jugés, bon, ils seront jugés, mais ils s'en foutent, quoi. Parce que de toute façon, ils n'auront pas la personne en face. Donc si jamais ils en venaient vraiment aux mots qui pourraient dégénérer en débat un peu musclé, si c'était en live, eh ben, ils iront direct, quoi. Parce qu'il y a quand même des signes d'honnêteté, de franchise par Internet. Qui n'existe pas forcément dans les rapports. L'inverse aussi, parce qu'on peut dire absolument l'inverse de ce qu'on pense. Il y a ce qu'on appelle les trolls qui sont des types qui balancent des sujets pour foutre la merde. Oui, bah oui, voilà. À ce moment-là, t'as les pervers de ça, quoi. Des gens qui jouent avec ça, qui créent un personnage. En fait, c'est ce genre de choses, il ne faut pas le critiquer négativement, justement. Il faut peut-être se dire que ça soulève ce qu'on appelle, nous, la réalité, justement.
C'est-à-dire que ça soulève peut-être le fait que dans la réalité on prend des positions et que finalement enfin, il n'y a pas une vérité ou il n'y a pas une pensée comme ça, il n'y a pas quelque chose qu'on pense profondément et peut-être que on ne fait que s'amuser à discuter ensemble et puis à faire des batailles de mots et puis je vais gagner et puis tu vas perdre et puis c'est tout finalement. Peut-être que c'est ça le jeu aussi de penser. Web, c'est qu'un outil finalement. Parce que, au final, faire la méchanceté et la gentillesse a toujours existé. C'est juste des formes différentes de l'exprimer. Bien sûr. C'est pas que l'a inventé Internet, je suis d'accord. Parce que sur les forums, il y a quand même des modérateurs, des gens qui viennent et qui voient quand quelqu'un fait des choses qui ne sont pas dans les règles du forum, généralement il se fait supprimer. Ouais. Mais après, ce ne sont que des outils et c'est à nous d'en faire le meilleur usage possible de ces outils. Voilà. Tout à fait. Ce qui m'interpelle dans mon pensée à plusieurs, c'est cet aspect pour susciter tout ce qui est la créativité en fait. Donc travailler sur ce processus créatif. Donc là, tout seul dans son coin pour créer quelque chose, mais avec les pensées de plusieurs personnes. Notamment ce qui a été évoqué en fait, Oui, c'est ça. de pouvoir déclencher des choses et d'avoir des aspects sur des choses qu'on n'a pas pensé ou qu'on n'aurait pas même venu à l'idée et en fait d'intégrer une sorte de processus créatif pour justement susciter d'autres choses qui ne seraient pas abouties si on était isolé dans un contexte particulier. Je dirais que c'est pour rencontrer la différence. Justement, c'est une façon de rencontrer la différence. Souvent, justement, la différence, surtout en ce moment, et dans l'art. Ce qui est intéressant donc aussi, et pas seulement l'art, c'est de rencontrer la différence. De ne pas se regrouper avec les mêmes idées toujours, la même façon de voir, la même façon de faire. Et dans la peinture, et dans la littérature, et dans la danse. Donc voir l'autre, voir comment il est, voir comment il est différent, et puis ça vous fait avancer, vous aussi, décaler, progresser, en rajoutant la différence de l'autre peut-être, mais à sa manière. Donc, en fait, penser à plusieurs, ça pourrait être transformer les différences en complémentarité. Transformer la différence en complémentarité. Voilà. Quand on pense à plusieurs, on arrive à faire en sorte que tout ce qui est différent se fonde, finalement, ils deviennent complémentaires. Une force. C'est ce que je ne comprends pas en ce moment avec toutes les discussions qu'il y a en ce moment, justement, sur l'immigration. Et on peut faire ça en rapport avec les arts et tout ça. Chacun a apporté des choses, bon sang. On manquerait de beaucoup de choses si on n'avait pas pompé ailleurs. Parce que certains ont créé une idée de la France, justement, et c'est encore une histoire de se raconter une histoire, une fiction, c'est qu'il y en a qui ont construit ce pays avec son histoire, qui l'ont arrêté à un certain moment, avec Florian on en parlait. Une nuit avant de dormir, je sais pas, sur l'histoire de France et sur ces choses. Non, mais c'est vraiment encore une construction et en plus c'est quelque chose d'assez morbide parce que ça va contre les mouvements de la vie actuelle qui font que on a nos voisins, on discute avec eux, on construit des choses avec eux et derrière il y a des gens qui vont construire toute une fiction sur l'idée de ce qu'est un pays, l'idée de et en soi, c'est pas mauvais la fiction pays, enfin je veux dire, c'est pas mauvais l'idée d'un pays, mais ça dépend de l'histoire qu'on raconte sur ce pays en fait. C'est simplement notre version de l'histoire en fait. Ça me ferait dire à ce moment-là, par rapport à ces histoires de pays qui ont une histoire, etc., finalement, penser à plusieurs, ça pourrait être le meilleur moyen de s'opposer au diviser pour mieux régner. Passer dalla société individualiste al singulaire collettive, la société à venir ou à devenir, disait Deleuze là. C'est ça notre combat.